Vous avez aussi une partie de l'argent, forcément, qui va rester sur place et qui va infiltrer l'économie réelle. Et c'est là où je dis, il y a une chance sur deux d'être à un moment donné, d'avoir été confronté, à défaut d'avoir été confronté aux trafiquants de stupéfiants eux-mêmes, au moins à l'argent de la drogue. Ça fait 40 ans que j'exerce le métier de journaliste. J'aurais pu m'intéresser à l'économie, à la diplomatie, à la bourse, etc. Mais ça ne m'a absolument pas attiré. Donc je me suis plongé dans cet univers qui était la police et j'ai commencé à le décrypter. Et c'est à partir de là que j'ai fait un premier livre, d'abord sur la police, et ensuite un second justement sur l'univers, on va dire, des grands voyous. Et je me suis mis, grâce au contact que j'avais dans la police, chez les magistrats et chez les avocats, d'abord, j'ai publié un livre qui pour moi voilà, est le livre probablement fondateur de tout ce que j'ai fait par la suite, qui s'appelait Parrain et Caïd. C'était un who's who du grand banditisme français où je répertoriais en donnant les noms tous les grands voyous dans toutes les régions de France. Le fait que je ne les juge pas, ces grands voyous, mais que j'ai envie de les raconter, fait qu'ils ont commencé à frapper à ma porte. Et ce sont eux qui se sont manifestés auprès de moi. Donc ceux dont je dressais le portrait dans ce who's who des grands voyous sont venus vers moi. Alors il y en a un qui m'a écrit de prison, j'ai demandé un permis de visite, j'y suis allé. Ça a commencé comme ça. Et puis d'autres, comme Redouane Faïd par exemple, qui m'ont écrit de prison en me disant oui, le portrait que tu fais de moi, c'est pas mal, mais je suis le premier par exemple à avoir parlé dans ce livre de Redouane Faïd, qui est ensuite devenu ce qu'il est devenu, un braqueur qui a voulu devenir célèbre précisément. Et c'est voilà, la première chose qu'il a faite, c'est de m'écrire à partir de ce who's who que j'avais fait pour me dire mais ok, t'as raconté ça, mais il faut peut-être aussi dire ça, dire si, moi je suis pas seulement ça. En fait, ce qu'ils ont apprécié, je pense, ces grands voyous, c'est ma relative honnêteté vis-à-vis de ce qu'ils avaient fait et que j'étais pas là ni pour les envoyer en prison, ni pour dire qu'ils avaient fait le bien ou le mal, mais pour raconter de l'intérieur cet univers criminel qui m'a toujours attiré. Depuis des années, je suis une sorte de funambule d'une certaine manière. Je marche sur une ligne blanche où j'essaye. Évidemment, je fréquente les policiers le matin et les voyous dans l'après-midi, que je peux prendre mon petit déjeuner avec le patron de la police judiciaire et puis déjeuner avec un grand voyou qui règne sur Marseille, pourquoi pas. Il faut avoir des règles de conduite que j'essaie de tenir, c'est-à-dire de ne pas précisément, on ne choisit pas un camp quand on est journaliste, on raconte les deux camps. Et moi, ça m'intéresse de savoir comment les policiers infiltrent le grand banditisme et comment le grand banditisme, finalement, essaie de déjouer la police. Mais je ne suis pas là pour aider ni les uns ni les autres. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller demander des parloirs aux directeurs des établissements pénitentiaires. Parce que l'avantage, quand vous avez un grand voyou qui est en prison, c'est qu'il a du temps. Il a du temps libre, il ne va pas s'échapper, il va être au rendez-vous. Vous n'avez même pas besoin de son numéro de portable pour le contacter. Donc vous arrivez à la prison, vous demandez l'autorisation et là vous avez 2 ou 3 heures en général à peu près libres pour causer, pour échanger. Il faut faire gaffe. Les parloirs peuvent être écoutés par la police, donc bon, voilà, il faut pas les mettre en danger. L'avantage quand vous êtes installé comme ça depuis des années, c'est que quand vous débutez pas, c'est qu'en tout cas de la part des policiers, il n'y a jamais eu de tentation justement de transformer le journaliste que je suis en informateur. Jamais. Heureusement d'ailleurs. Parce que le jour où ça se passe, bon, c'est pas compliqué. Si un policier tente un jour de me transformer en informateur, bah, je vais éclater de rire. Donc je pense que ça désarmera l'opération. Mais ça n'est jamais arrivé parce que je pense qu'ils ont compris en fait que je faisais mon travail avec certaines règles. Et puis de l'autre côté, c'est pareil. Un grand voyou qui me poserait en cavale. Je rencontre des gens en cavale. Ils me font suffisamment confiance pour me donner des rendez-vous où ils m'appellent à partir de je ne sais quel taxiphone, je ne sais quel truc, alors qu'ils sont en cavale. Ça m'arrive, ça régulièrement. Quand je rencontre des personnes en cavale, c'est parce que je réfléchis moi-même à ce qu'est une cavale et que j'ai envie d'écrire. C'est un sujet sur lequel j'ai l'intention d'écrire un jour. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en cavale? Bon, je peux demander aux policiers des informations, mais le mieux c'est quand même d'accepter des rendez-vous avec des individus en cavale et de voir comment ils arrivent, comment ils sont habillés, comment ils s'accoutrent, comment ils approchent le lieu de rendez-vous, à quels endroits ils me donnent rendez-vous. C'est un bon sujet la cavale, c'est sur qui vous pouvez compter. Et à partir du moment où ils me font confiance et où ils me racontent cela, tout va bien. Ce qui me surprend le plus, c'est régulièrement
effectivement, de les entendre, d'entendre ces bandits me raconter, y compris des événements qui n'ont jamais été portés à l'oreille de la police. Donc, mais après, c'est un deal, c'est un contrat, c'est OK, d'accord, il n'y a pas de problème, mais je ne publierai ces informations que le jour où tu auras disparu. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Au moins, je fais connaissance avec les personnages. Si vous approchez pas ça, vous ne comprenez pas ce qu'il y a dans le cerveau de ces individus qui sont pas comme vous et moi. Ils ne sont pas exactement conçus de la même manière. Ils n'ont pas la même conscience de la vie et de la mort. Et pas la même détermination non plus. Dans ce livre, je raconte justement les pionniers. Je vais quand même rappeler une chose. Les pionniers du trafic de drogue en France, ce sont des Français. Ce sont les Français, ce sont les voyous français des années 70 qui ont inventé, avec la French Connection, le premier trafic de drogue mondialisé. Et finalement, à une époque, ils se sont appuyés sur les jeunes des cités pour leur demander de, en gros, faire les petites mains et vendre dans les quartiers leurs produits. D'abord l'héroïne, puis ensuite le cannabis et ensuite le shit. Et puis à un moment donné, les jeunes des cités se sont dit, ben attendez, le shit, c'est vous qui nous le vendez, mais nous, on a des oncles dans le Rif, au Maroc, on a de la famille là-bas, on va y aller en direct. Et donc le tournant, il s'est opéré comme ça entre les deux générations, entre les deux générations, entre les anciens et les jeunes caïds d'aujourd'hui. Et ils se sont dit, bah, nous, on va aller à la source directement, on va se faire plus d'argent. Et ils ont commencé à installer ce pipeline là, en mode go fast entre le Maroc et l'Europe. Aujourd'hui, selon le calcul que j'ai pu faire, il y a environ 40 tonnes de cannabis qui sont fumées sur le territoire français par mois. Si vous divisez par 30 ou 31, ça fait environ 1,2 tonne de shit, qui sont, sans parler de l'herbe et des autres produits, qui sont roulés chaque jour et chaque nuit en France. C'est énorme. Là où autrefois, en gros, les gendarmes arrêtaient des gens alcoolisés au volant tous les jours, aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils ne contrôlent plus que des jeunes qui sont sous-produits. Donc il y a une espèce de transmission comme ça qui s'est faite. Et dès lors qu'il y a un terreau, on va dire, un terreau addictif, je veux dire, les trafiquants de stupéfiants, pour eux, c'est pain béni. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut considérer que la France, c'est le plus gros marché en Europe. Bon, effectivement, on est plus nombreux que les Danois, les Hollandais ou les Belges. Il y a aussi ça. Il y a le nombre qui fait, voilà, qui induit cela. Mais il y a aussi des habitudes addictives extrêmement bien implantées dont profitent les trafiquants de drogue. La première difficulté des trafiquants, c'est de faire rentrer le produit qu'on consomme, les produits qu'on consomme sur le territoire. Pour ça, il n'y a pas de problème, ils corrompent des douaniers, des policiers, des dockers à fond, ce qui d'ailleurs crée du chaos dans le pays, parce que forcément, voilà, ça fait de l'argent de l'argent sale qui commence à être distribué, redistribué. Mais après, il y a une deuxième problématique. Un deuxième problème logistique pour les trafiquants, c'est qu'ils se retrouvent avec des montagnes de billets, parce qu'en général, les acheteurs, ils payent avec des billets de 20 €, hein, parfois 50. Ça représente des masses et ça remplit des malles et des caves entières. Et cet argent, il faut bien en faire quelque chose. Donc, vous avez évidemment le haut du spectre qui va partir vers les banques, vers le système financier international, qui va être absorbé par les paradis fiscaux, qui fonctionnent très bien pour l'argent de la drogue comme pour l'argent de la corruption, il n'y a pas de problème. Après, vous avez une partie qui va être investie. Ils aiment bien la pierre, les trafiquants de stupéfiants, donc ils investissent dans la pierre. Vous avez aussi une partie de l'argent, forcément, qui va rester sur place et qui va infiltrer l'économie réelle. Et c'est là où je dis à tout, quasiment, enfin, il y a une chance sur deux d'être à un moment donné, d'avoir été confronté, à défaut d'avoir été confronté aux trafiquants de stupéfiants eux-mêmes, au moins à l'argent de la drogue, parce que où est-ce que vous allez injecter ces espèces ailleurs que dans le commerce de proximité? Et donc vous avez sur le territoire, comme ça, dans les banlieues françaises, des dizaines de petits commerces. Ça peut être des salons de massage, des ongleries, des taxiphones, des sociétés de VTC, des fast-food, des choses comme ça, où là, sans le savoir, vous allez, en allant dans ces endroits, effectivement, contribuer au blanchiment de l'argent. Pourquoi ? Parce que ces établissements, ils sont achetés, pas tous, il ne faut pas non plus généraliser, mais une partie de ces établissements. Il y a des établissements de ce type qui sont très clean, très propres. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les petits commerces de proximité. Mais il y a une partie, même des boulangeries, parfois j'ai vu, qui étaient quand même comme ça, achetées avec cet argent sale, parce qu'il faut bien l'injecter quelque part. Et après, c'est au commerçant lui-même de se débrouiller. Alors, ce qu'il va faire, c'est que, voilà, s'il va vendre dans le mois, mettons,
S'il va avoir 100 clients, il peut en déclarer 300 ou 400 aux impôts, payer ses impôts et à partir de là, injecter l'argent. C'est comme ça qu'on blanchit l'argent. Ce sont des petits commerces où vous réglez en espèces, en fait. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'à partir du moment où vous payez en espèces, vous pouvez tricher sur le nombre de clients, vous déclarez, vous payez évidemment des impôts dessus, sur l'argent que vous faites rentrer, mais après, il est propre, blanchi. Et le but de tous ces trafiquants, c'est quand même à un moment donné de leur vie, ils se disent mais je ne vais pas être trafiquant jusqu'à 60 balais, c'est pas possible. Il y a une limite comme ça, une limite dans ce métier, il faut prévoir quand même un tout petit peu l'avenir. Et à un moment donné, le but c'est de pouvoir envoyer ses enfants dans les bonnes écoles, donc à un moment donné, ceux qui ne meurent pas, parce que quand même la plupart de ceux qui, énormément d'entre eux malheureusement se grillent les ailes et finissent au cimetière, mais ceux qui passent à travers, leur rêve, finalement, c'est de devenir des notables comme les autres, d'envoyer leurs enfants à l'école. Et donc, ils créent ces petits commerces pour ensuite essayer de monter en gamme et un jour de devenir des commerçants tout à fait honorables. Ils espèrent passer à travers. Parce que déteste le plus le trafiquant de stupéfiants, c'est pas de faire quelques années de prison. Ça, il est prêt, il s'en fout, il aura l'argent, il aura des mandats, il sait que ça va fonctionner. Ce qui est le pire, c'est de se dire que quand il sortira de prison, il ne pourra pas jouir des millions qu'il a gagnés auparavant parce qu'on lui a confisqué. En fait, ils ont envie de parler pourquoi, les grands voyous? Parce qu'en réalité, ils ont une vie comme ça de cavale permanente, ils ne laissent pas de traces, ils ne laissent pas de photos d'eux derrière, ils ne peuvent pas laisser de carnet de notes, ils ne peuvent pas laisser de journal de bord, rien. Parce qu'un grand voyou, par définition, il doit couper les ponts en permanence et laisser le moins d'indices possible. À partir du moment où on arrive à créer un lien d'intimité et qu'ils se confient, vous vous rendez compte qu'en fait, ils ont besoin de se confier, parce qu'ils ne se confient jamais à personne. Et donc, effectivement, j'ai pu écrire les mémoires d'une bonne dizaine de grands voyous, comme ça, de l'intérieur, grâce à ces confidences. Et vous vous rendez compte qu'ils savent que leur vie n'est pas éternelle, même s'ils se prennent parfois pour des immortels et qui se comportent un peu comme des personnes qui vont passer à travers les balles. Ils se prennent parfois donc pour des intouchables. Malgré cela, ils sont quand même conscients du fait que leur vie ne va pas durer éternellement. Et donc, ils ont besoin de se confier. Ils savent qu'en parlant à un écrivain comme moi, ils vont laisser une trace de quelque chose, alors que sinon, ils n'en laisseraient aucune.